Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Au Nigeria, 18 candidats sont en lice pour la présidentielle de février 2023, de sorte du lot, mais aucun de ces deux candidats n'est assuré de remporter le scrutin dès le premier tour. La campagne électorale a démarré au Nigeria dans une situation de crise sécuritaire et économique profonde qui, pour succéder à Muhammadu Buhari à la présidence du Nigeria, la sécurité, défi majeur du futur président nigérian, le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief au Kenya, le nouveau président William Ruto a dévoilé la composition de son gouvernement. Il s'agit de 22 ministres dont 7 femmes. Ruto hérite d'un pays profondément divisé. Le Kenya connaît une forte inflation et une dette qui avoisine les 70 milliards d'euros. Comment aujourd'hui lutter contre la corruption au Kenya et redresser l'économie de ce pays? Comment également réconcilier le Kenya aujourd'hui profondément divisé? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, M. Hamidou Samba, vous êtes enseignant-chercheur, également doctorant en sciences politiques. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, Daouda. Merci à M. Si. Et merci également à vous, M. Momodoussi Albert. Vous êtes journaliste, analyste politique également. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent aussi à notre invitation. Ouais, merci Daouda. Merci aussi pour l'invitation et bonjour à M. Ba. Et je reste d'ailleurs avec vous, M. Si. Au Nigeria, 18 candidats en lice, je le disais en introduction, pour le scrutin de la présidentielle de février, du 25 février, plus particulièrement 2023. Ils ont au moins 5 mois aujourd'hui pour convaincre les électeurs nigérians à l'issue de leur campagne électorale. Déjà, selon vous, quels sont les enjeux de ce scrutin au Nigeria? Des élections générales et présidentielles, je le rappelle. Bon, disons, l'enjeu principal, il est politique, c'est qui va remplacer, comme vous l'avez dit, le général Buhari, qui a dirigé quand même 2 mandats, qui est un homme politique assez expérimenté, qui est arrivé au pouvoir malheureusement par un coup d'État, qui est resté aussi longtemps au pouvoir, mais quand même qui décide de partir après deux mandats. Donc c'est un enjeu politique pour le Nigeria. Est-ce que le successeur va garder la stabilité? Je pense que ça, c'est un enjeu extrêmement important. Maintenant, évidemment, il y a la question de l'insécurité. L'insécurité, le Nigeria est plombé par l'insécurité, que ce soit le Boko Haram, que ce soit les bandes armées, que ce soit l'armée même, elle est suspecte dans des crimes. Donc vraiment la sécurité... Une forte rivalité également entre ces deux groupes terroristes que sont Al-Qaïda et Boko Haram au niveau même du Nigeria. Oui, ça complique davantage la stabilisation du Nigeria. Et quand on voit aussi que Boko Haram a des ramifications aujourd'hui dans plusieurs pays africains, ça devient une menace sérieuse sur le plan de la sécurité. Et, évidemment, il y a la question également des inégalités sociales. Le Nigeria vit une situation économique assez dure et les inégalités s'accroissent et ça nourrit la corruption. Je pense que c'est tout ça qui se joue dans cette présidentielle. Maintenant, c'est vrai que quand même, il y a une note positive. Si Buhari part, il n'est pas candidat. Il donne au moins quand même une feuille de route à son successeur. C'est-à-dire que le prochain, il devra faire au maximum 2 mandats et partir. Ça, je pense que quand même, c'est une note positive pour la démocratie du Nigeria. Donc le prochain président nigérian n'a pas le droit de faire moins que son prédécesseur. Et M. Ba, le parti au pouvoir auquel appartient le président Buhari, le Congrès des progressistes APC, a choisi son candidat pour cette présidentielle. Il s'agit de Bola Tinubu, âgé de 70 ans. Il a été ancien gouverneur de Lagos, la capitale économique, également homme d'affaires. Aujourd'hui, c'est lui qui porte la candidature aujourd'hui de ce parti-là au pouvoir. Déjà, que pensez-vous du profil de l'homme? Mais je ne pense pas grand-chose de la personne.
parce que moi, il me semble qu'on a ce même problème en Afrique partout. On met des profils de vieillards, des profils de vieillards, comme si dans la classe politique nigériane, il n'y a pas une relève bien qualifiée dans les partis politiques. Ça pose le débat sur le renouvellement de la classe politique au Nigeria même, au sein des partis politiques qui dominent. Donc je pense que partout ailleurs, je fais la même remarque, il est important, après 60 ans de politique post-coloniale, on a les mêmes profils qui se recyclent et il faudrait qu'ils pensent au Nigeria en tout cas au renouvellement. Donc il faut vraiment qu'il y ait de nouvelles têtes, qu'il y ait de nouvelles idées et non pas simplement donner le futur d'un pays à des vieillards qui ont déjà leur avenir derrière eux. Et par rapport à ça, un autre problème se pose également, c'est-à-dire face au candidat du pouvoir, il y a Atikou Abubakar, le candidat du Parti démocratique populaire, qui est le principal parti d'opposition dans le pays. Tous les deux aujourd'hui n'ont pas, à l'occasion de ce scrutin, tous les deux aujourd'hui n'ont pas respecté une règle, mais qui est une règle tacite, c'est pas une règle écrite, c'est une règle qui voulait à chaque fois que s'il y a un président aujourd'hui issu du Nord qui est musulman, après celui qui vient, c'est un chrétien qui doit être issu du Sud. Donc c'est une règle tacite qui était souvent respectée au niveau de ce pays-là. Mais pour ce cas-ci, on a vu aujourd'hui que Abubakar est issu du Nord. Aujourd'hui, Tinubu également. Abubakar, il est musulman issu du Nord. Tinubu, quant à lui, il est chrétien issu du Nord. Tinubu, il est issu du Sud. Mais lui, il est musulman et il veut succéder aujourd'hui également à Buhari qui est musulman. Cette polarisation aujourd'hui de la scène politique au Nigeria, est-ce que cela même ne pose pas aussi problème? Oui. Surtout le fait de mettre en avant la confession, l'ethnie et autres. En fait, dans un État laïque, normalement, le problème de la religion ne se pose pas. Parce que la laïcité, malheureusement mal comprise par l'opinion publique, est définie comme une sorte de négation de la religion. Alors que la laïcité, en vrai, signifie l'acceptation de toutes les obédiences religieuses dans l'espace public, mais bien sûr, avec l'équidistance de l'État vis-à-vis de ces confessions-là. Pour moi, en soi, avoir cette polarisation au niveau de la religion ne pose pas problème en soi si on comprend les principes laïques. Maintenant dans l'accession au pouvoir, le fait de mettre en avant l'appartenance religieuse peut poser problème à un moment ou à un autre. Dès lors qu'ici, il n'est pas écrit sur la Constitution, encore moins sur le code électoral nigérian, mais il s'agit simplement d'une sorte de consensus qui a eu lieu jusqu'à présent. Peut-être que ça va permettre cette fois-ci de dépasser cette logique-là et d'élire un président sur la base de son programme politique, de son projet de société, de son programme en tout cas qu'il propose aux citoyens. Je pense que ça pourrait être un pas en avant si bien sûr les citoyens nigérians comprennent bien sûr cela comme tel. Et monsieur, si vous, aujourd'hui, quelle remarque ou bien quel point de vue avez-vous par rapport à cette règle tacite qui existe au Nigeria, qui voudrait aujourd'hui qu'un président sortant issu du Nord musulman, aujourd'hui succède un candidat issu du Sud et qui soit chrétien? Non, je crois que c'est... il y a l'aspect équilibre, hein, que le Nigeria, c'est un grand pays quand même qui fait pas loin de 200 millions d'habitants. Et un État fédéral également. Un État fédéral de 36 États. Et si vous regardez l'évolution historique, le Nord et le Sud, c'est les deux pôles. Hein. Le Nord où vous retrouvez les musulmans, le Sud les chrétiens, mais aussi les richesses économiques de ce pays-là. Donc, si vous voulez, la religion, si elle est bien comprise, comme l'a dit M. Ba, elle peut aider à stabiliser. Mais si on l'utilise politiquement, c'est ça qui déchire. C'est ça le fondement du conflit au Nord. Hein. C'est le Nord musulman, Nord pauvre, Nord inégalité, Nord allergique à la culture occidentale. C'est sur ça que Boko Haram a conçu son projet politique. Et c'est d'ailleurs cela que signifie même le nom Boko Haram, qui veut dire que l'enseignement occidental est prohibé. Absolument. Donc, si vous voulez, la succession en fonction des critères religieux, si ça permet de stabiliser, ça joue positivement pour la démocratie, pour le renforcement de l'état de droit. Mais si c'est pour accentuer les clivages,
ben là, c'est sûr et certain que ça va créer l'instabilité. Et sur ce point-là dont vous êtes en train de parler, la campagne électorale déjà a débuté. Je disais en introduction qu'ils ont 5 mois aujourd'hui pour convaincre les électeurs nigérians. Une situation pareille, est-ce que également cela ne pourrait pas davantage accentuer les batailles internes au sein des partis et aggraver les divisions que vous avez rappelées tout à l'heure et qui sont déjà très présentes dans ce pays-là? Mais c'est clair que ce qui peut perdre le Nigeria, c'est cette déchirure religieuse ou politico-religieuse. Ça veut dire que s'ils mettent l'accent, en tout cas, sur ce qui va les diviser, c'est ça qui va renforcer Boko Haram. Boko Haram s'appuie justement sur les clivages politiques, les clivages ethniques, les clivages religieux. Et quand même, il serait important que les futurs dirigeants du Nigeria tiennent compte d'un paradoxe. Il y a une lutte féroce contre le terrorisme, contre les organisations criminelles, mais Boko Haram se développe. Si vous voyez que même une prison qui est à 40 km d'Abuja est attaquée, qu'on libère des prisonniers, ça veut dire que la pression politique de Boko Haram, elle est très forte. Et que le convoi de sécurité du président Buhari soit également attaqué à la même période après la libération de ces prisonniers-là. Absolument. Dans sa ville natale plus particulièrement. Absolument. Et donc ça veut dire que sur le plan politique, le successeur, comme d'ailleurs la classe politique, on doit trouver un consensus politique pour donner une réponse à Boko Haram et à toutes ces bandes armées. Je pense que la lutte contre le terrorisme au Nigeria, elle ne peut pas se mener sur des critères religieux. Il faut trouver un consensus laïque, il faut trouver un consensus démocratique. Pouvoir et opposition, quel que soit le président qui sera élu, il faut qu'il prenne la question de Boko Haram, pas seulement sous l'angle sécuritaire, mais sous l'angle de l'unité indispensable du Nigeria, le nord et le sud. Je pense que ça, c'est une bataille qu'il devrait mener, quel que soit le président. Ce serait hasardeux que le Nigeria reste encore dans les clivages nord-sud ou les clivages islam et chrétien. Regardez aujourd'hui, les chrétiens sont victimes dans le nord, il y a des persécutions, il y a des attentats. Ça, c'est une plaie. Le prochain président, quand même, il doit essayer de trouver un consensus pour mener correctement, jeter les bases de l'unité, renforcer l'unité du Nigeria, mais aussi lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas un parti qui va arriver à bout de Boko Haram. C'est le peuple nigérien, dans toutes ses composantes, qui peut trouver des consensus forts et arriver à bout de l'intégrisme. Et si on reste avec ce futur président nigérian, aujourd'hui 2 partis favoris, il s'agit d'Aboubacar aujourd'hui avec le principal parti d'opposition et Tinubu aujourd'hui le candidat du parti au pouvoir. Mais comme cela se passait pour les 6 élections passées ou bien les 6 présidentielles passées, on savait déjà aujourd'hui qui des candidats avaient de fortes chances de l'emporter dès le premier tour. Mais pour ce cas-ci aujourd'hui, on a vu qu'aucun des deux aujourd'hui n'est appelé ou bien ne peut remporter cette élection-là dès le premier tour. Il y a un troisième aujourd'hui qui fait parler de lui. Il s'agit d'Obi Peter, qui est le leader aujourd'hui du Parti travailliste nigérian, qui est très populaire également auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, quelle lecture déjà faites-vous de cette ouverture qu'on commence à noter au sein de l'espace politique nigérian? Non, mais c'est tout à fait normal. Dans un espace, dans un champ politique, il y a toujours des dynamiques de configuration et de reconfiguration. Donc, il est tout à fait normal que lorsqu'il y a un statu quo avec les partis principaux, qu'il y ait sur les flancs, en tout cas de nouvelles têtes, on parle d'une dizaine, presque 20 candidatures. Et je pense que ça, c'est important dans la vitalité d'une société politique. 18 plus particulièrement. Voilà, 18, pour parler exactement. Donc, pour moi, ça va permettre d'avoir un nouveau souffle, d'avoir de nouvelles têtes, d'avoir ces sorties de ces outsiders-là qui vont peut-être jouer un rôle dans l'élection du président. Parce qu'une élection, quand c'est au deuxième tour, même les petites pointures auront leur mot à dire entre les 2 tours. Donc ça va aussi servir de challenge pour les principaux candidats, en tout cas les plus en vue, quant à leur capacité à fédérer, quant à leur capacité à convaincre les indécis. Et tout ce qui s'était, en tout cas,
trouver séparés du discours politique et des projets politiques parce que le Nigeria, les indicateurs sont rouges en termes de pauvreté, en termes de dynamique urbaine, le niveau d'éducation, la mortalité infantile, et j'en passe, sont au rouge. Et le président qui sera élu va être évalué sur sa capacité à convaincre sur ces questions-là, sur ces questions structurelles, au-delà bien sûr des aspects sécuritaires qui seront mis au premier plan. Et aujourd'hui, ce troisième qui sort du lot, je le rappelais tout à l'heure, Obi Peter, qui est le leader du Parti travailliste. Il est certes très populaire aujourd'hui au niveau des jeunes et aussi sur les réseaux sociaux au Nigeria. Mais dans le pays déjà, il y a un faible taux de participation des jeunes lors des différentes élections. On note un certain désintérêt aujourd'hui des jeunes pour aller voter à l'occasion des présidentielles et autres élections générales aujourd'hui au Nigeria. Est-ce que cela ne pourrait pas également porter préjudice à un candidat aujourd'hui comme Obi Peter, qui est très populaire au sein de cette classe aujourd'hui de la population? Ou bien le contraire, parce qu'une première élection, c'est toujours pour un homme politique un test grandeur nature. C'est une sorte de sondage de son niveau de popularité. Vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de la jeunesse, mais vous n'avez pas les chiffres exacts. Mais lorsqu'il y aura les élections, on verra combien de personnes ont voté pour lui. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va servir dans En 2019, par exemple, seuls 33% aujourd'hui de ces jeunes ont vu aller voter. Oui, mais ça, c'est remarqué. Il y a des travaux de Daniel Gaxi, notamment le sens caché, qui expliquent que dans les processus politiques, la plupart du temps, les jeunes, les pauvres, les femmes sont exclus des dynamiques politiques et électorales. Et donc, quand les jeunes participent, c'est parce qu'il y a des figures comme ça. Et ça booste bien sûr le niveau de participation politique des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça aura un impact sur le taux de participation parce que les jeunes, les primo-votants de façon générale, tant qu'ils ne trouvent pas quelqu'un en qui ils se reconnaissent, ils ne participent pas aux élections de façon générale. Et pire, c'est au niveau des élections locales. Même les présidentielles, c'est moins grave, mais il y a un taux de participation faible. Mais là, ça va être un challenge pour convaincre le maximum d'électorats à aller voter, à aller choisir. Et donc ça va être intéressant, ça va rendre au moins intéressant. Pour répondre à la question de René Otayek, est-ce que c'est pertinent d'un point de vue scientifique d'étudier les élections en Afrique? Dans ce cas de figure-là, oui, on peut répondre que oui. Et on reste sur ce point-là, M. Si 60% de cette population nigériane aujourd'hui a moins de 25 ans. De plus en plus également dans le pays grandit l'exaspération de cette population. Je pense que tout à l'heure vous l'aviez rappelé dans votre développement à l'endroit de cette vieille classe politique qui est accusée aujourd'hui de corruption ou bien de mauvaise ou de mal gouvernance. Est-ce que cela pourrait aujourd'hui peser sur la balance quant à cet électorat-là à l'occasion de la présidentielle de 2023, à savoir cet important taux aujourd'hui de jeunes ou bien de personnes qui ont moins de 25 ans et également le fait que les gens commencent de plus en plus dans le pays à être exacerbés par cette vieille classe politique qui est accusée souvent soit de malgouvernance ou bien d'être mêlée dans des affaires de corruption? Oui, je crois que bon, le Nigeria ne fait pas exception. C'est dans tous les pays africains. C'est sûr et certain que la dimension démographique, elle joue. Elle joue partout dans les élections. Et je pense que si Buhari ne brille pas un troisième mandat, c'est lié aussi à la prise de conscience que le Nigeria est déchiré par ses problèmes internes, mais aussi par cette tendance d'accroissement de sa population. D'ici 2050, le Nigeria aura 400 millions d'habitants. Ça, c'est un gros morceau. Et ce gros morceau-là, c'est les jeunes et les femmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Nigeria, comme du reste tous les autres pays africains, vont entrer dans une nouvelle ère. C'est que la jeunesse, elle va apporter quelque chose de nouveau. C'est la fin d'une génération. Je pense que là, le Nigeria est en tournant. Qu'il y a une génération post-indépendance qui est là, elle est en train de faire ses derniers jours. Bon, nécessairement, les jeunes vont mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, il y aura une influence du vote jeune. Et on le voit même, il n'y a plus de parti unique. Les gens ne croient plus à un parti unique. Les gens ne croient plus aux alternatives des généraux. C'était les deux gros problèmes de l'Afrique, c'était le parti unique et la puissance militaire. On va vers quelque chose, en tout cas, que j'appellerais une dimension citoyenne. Donc, ils vont l'exprimer dans les locales,
ils vont l'exprimer à la présidentielle. Et je crois que ça, c'est une tendance quasi irréversible qu'on aura. Le Nigeria aussi, je pense que c'est un laboratoire pour tous les pays africains. Ce qui se passe au Nigeria va intéresser tous les pays africains. Maintenant, moi, peut-être l'espérance, c'est que ces jeunes-là, ils vont être des acteurs. Ils vont être des acteurs. Que ce soit le premier mandat là, qui va venir ou le deuxième mandat, c'est sûr et certain que les jeunes vont marquer l'histoire qui va venir là. Vont impulser une nouvelle dynamique à ce scrutin-là. Et par rapport à ce laboratoire nigérian dont vous avez parlé tout à l'heure, on notait aujourd'hui dans le passé un certain leadership du Nigeria sur le plan politique, à chaque fois qu'il y avait des conflits ou autres problèmes sur le continent. Mais sous l'ère Buhari, on n'a pas trop senti cela. Est-ce dû également à la situation sécuritaire que traverse le pays et aux autres problèmes auxquels le Nigeria est confronté? Oui, tout à fait. Le Nigeria a perdu son leadership. Ça, c'est clair que sur le plan politique, à l'échelle de l'Afrique, ça ne correspond pas du tout au potentiel du Nigeria. Un pays si puissant économiquement, si riche, aussi expérimenté sur le plan politique, mais qui aujourd'hui n'a aucun impact dans l'histoire, en tout cas récente des pays africains. Il y a une perte de leadership. Bon. Maintenant, je pense que tu as raison, les problèmes internes ont plombé le Nigeria. Boko Haram, en 2002, personne n'en parlait au niveau de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne pense pas à Boko Haram. Il n'y en a pas. Et on reste avec Boko Haram. Aujourd'hui, M. Ba, on a noté en août dernier l'attaque d'un convoi de sécurité même du président Buhari à Katsina dans son état natal. À cela s'ajoutent également les rivalités qu'on note entre Boko Haram et Al-Qaïda également. On note aussi des groupes séparatistes au delta du Niger et également des enlèvements contre rançon. Autant aujourd'hui de problèmes et autres aspects sécuritaires. Déjà vous, quelle lecture faites-vous de la gestion aujourd'hui de cette question sécuritaire sous l'ère Buhari? Je pense que c'est la gestion de... Je rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait même l'opposition qui réclamait sa démission puisque estimant qu'il n'a pas répondu aux attentes vis-à-vis de la situation sécuritaire du pays. Oui, ils ont raison sur ce point-là. Je ne parle pas, bien sûr, compte tenu de leurs revendications politiques, mais le rôle premier d'un État et d'un chef de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Et en aucun cas, bien sûr, Buhari est en partie responsable. En tout cas, il aura des comptes à rendre par rapport à la gestion du développement de Boko Haram. Mais Boko Haram le précède. Ils sont là depuis le début des années 2000. Et les différents régimes successifs ont une responsabilité et ont laissé faire cette gangrène-là que représente la dynamique terroriste qui avait commencé par... Mais on a eu également à noter beaucoup d'avancées sous l'ère Buhari. Pour ce qui est aujourd'hui des filles de Chibok, beaucoup ont été libérées aujourd'hui avec des interventions et autres médiations menées. Après combien d'années? Mais au moins, ces filles ont pu être libérées même après autant d'années de captivité. Mais est-ce que, parce que le problème du terrorisme, c'est un problème d'endoctrinement et d'idéologie. Moi, je dis, après combien d'années pour pointer du doigt le temps que ces groupes terroristes ont eu pour faire du lavage de cerveau de ces jeunes filles-là. Et par rapport à ce problème-là que vous soulevez, est-ce que donc pour le futur président nigérian, la sécurité ne risque pas de constituer le défi majeur de son mandat? C'est un défi majeur, mais qui devra avoir des réponses structurelles. C'est-à-dire que comment répondre idéologiquement à la vulgate terroriste sur l'idéologie autour du djihad. On répond à l'ignorance et à la gangrène terroriste par une connaissance de ces mêmes textes et une lecture qui est différente. Une lecture basée non pas une lecture guerrière des textes sacrés, du texte sacré, et une lecture pacifiste du texte. Et donc, je pense qu'il y a un travail que l'État doit faire au niveau de l'éducation de base des enfants, parce que le terrorisme, c'est une économie. Il y a l'économie du terrorisme qui se nourrit de différentes formes de banditisme parallèle, narcos, tabac, rapt, vous parlez actuellement d'enlèvement et tout ça, et de coupure de route et tout ça, qui devient simplement une forme de résilience, entre guillemets, face à une pauvreté qui est exposée
en tout cas qui expose toute la jeunesse du Nord. Un autre pays est confronté à ces mêmes problèmes. Il s'agit du Kenya, qui vient d'élire son nouveau président à la personne de William Ruto. Avec son nouveau gouvernement, quels sont aujourd'hui les chantiers qui sont face à eux? Les réponses en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, M. Hamidou Sambaba, le nouveau président du Kenya, William Ruto, a prêté serment en septembre dernier pour devenir le 5e président du pays. Je rappelle qu'il a battu M. Raila Odinga. Déjà, quelle lecture faites-vous de cette élection de William Ruto à la présidence du Kenya? Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, parce que tout simplement, il y a cette forme de dynastisation des pouvoirs politiques. Il y a comme une sorte de rupture, en tout cas au Kenya, parce que celui auquel il était opposé est considéré comme un membre de la dynastie qui a dirigé le Kenya depuis tous les deux d'ailleurs. Le monsieur Uhuru Kenyatta aujourd'hui est le fils du premier président kenyan et Raila Odinga le fils du premier vice-président également du Kenya. Donc ça fait que voilà, il a même battu campagne autour de cette question-là, qu'il n'est pas comme eux, que voilà, il ne fait pas partie de la dynastie entre guillemets. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Candidat des débrouillards comme il s'appelait. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle parce que il faut que les gens apprennent que le principe démocratique, il y a l'isonomia, l'isocratia et l'isogoria. Ça veut dire que tous les citoyens ont la capacité de participer dans les charges publiques et qu'il n'est écrit nulle part sur aucun front que parce que vous êtes fils de tel ou tel, que vous êtes appelé à diriger. Donc tous les Kenyans doivent pouvoir aspirer à diriger les Kenyans, à apporter leur contribution dans l'édifice, en tout cas commun. Et faisant partie, M. Ruto faisant partie actuellement des grandes fortunes du Kenya, durant sa campagne également, il rappelait ça dans sa jeunesse, comment il a été aujourd'hui vendeur de poulets durant des années et comment est-ce que cela l'a forgé pour montrer aujourd'hui à cette jeunesse kenyane que chacun d'entre eux aussi peut réussir s'il croit en lui et s'il se donne également ces moyens-là. C'est un discours de résilience. C'est quelqu'un qui dit que non à la fatalité de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité. Ça veut dire que c'est une situation périssable qu'on peut changer à force d'innovation, à force de résilience, d'effort, de travail. Et lui, il se vend comme un rôle modèle, ce qui est une bonne chose. Et c'est un souffle parce que les hommes politiques, la plupart du temps, ont du mal en Afrique à prouver l'origine de leur richesse. Donc lui, en tout cas, en l'occurrence, on sait comment il est devenu riche. Ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques kenyans. Et aujourd'hui, monsieur Si, lors de sa campagne, Ruto a mis en avant ce parcours-là aujourd'hui, ce parcours de hustler. Aujourd'hui, l'homme parti de rien pour atteindre les sommets. Il s'est ainsi attiré la sympathie des Kenyans et s'est présenté comme le candidat anti-establishment, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, celui qui l'a battu, qui était président Uhuru Kenyatta aujourd'hui, est le fils du premier président kenyan. Le principal opposant est le fils du premier vice-président également de ce pays-là. Donc lui se présenté comme le candidat des débrouillards, aujourd'hui comme le candidat du bas peuple au sein aujourd'hui du Kenya. Et selon vous, pourquoi cette posture déjà de débrouillard lui a permis de faire la différence face à Raila Odinga, le principal opposant aujourd'hui dans ce pays? Bon, je serais un peu nuancé parce qu'il a gagné avec une courte différence. Oui, à peu près un peu plus de 200 000 voix. L'autre, il a un peu moins de 40, 49, donc ça veut dire que... C'est juste un peu plus de 230 000 voix. Voilà, ça veut dire qu'il est passé de justesse. Il y a eu un basculement. Il incarne donc un processus de rupture. Mais est-ce que ce discours d'anti-establishment n'a pas également joué? Ben absolument, parce que bon, quand il dit déjà qu'il propose un fonds pour les débrouillards, 400 millions de dollars, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire comment trouver de l'emploi pour les jeunes, pour les femmes, pour les gens qui n'ont rien, pour les débrouillards. Ça, c'est un électorat, c'est un message politique très, 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 très pertinent. Bon, je pense que aussi, si vous regardez à côté de ce fonds pour les débrouillards, mais c'est quelqu'un qui voit tout de suite que la question du carburant, la question des produits alimentaires, la question des semences,
Et on y reviendra tout à l'heure sur ces points. On reste avec ce que vous avez soulevé à l'instant, le fonds des débrouillards qu'il a annoncé aujourd'hui pour sortir le pays du gouffre économique dans lequel il se trouve. Il a proposé la mise en place de ce fonds qu'il appelle fonds des débrouillards d'un montant de 50 milliards de shillings kenyans, soit environ 410 millions d'euros, ce qui permettra d'accorder des prêts aux petites entreprises. Déjà, que vous inspire cette première initiative ou ce premier acte qu'il a annoncé et qu'il compte mettre en œuvre? Je pense que l'option stratégique, elle est bonne. Elle est bonne en ce sens qu'il faut s'attaquer à la pauvreté, il faut s'attaquer à l'injustice sociale et aux inégalités. Mais par contre, pas de populisme. L'économie, ça ne fonctionne pas sur la base des annonces. Il faudrait élaborer un projet de formation. C'est une question transversale, la question de la jeunesse. Il y a un volet formation, il faut former les gens à l'emploi. Il faut créer un processus. La petite entreprise, elle ne peut pas naître comme ça, hein. Il faut la préparer. Donc, il y a nécessité de mener des études, des enquêtes pour voir les secteurs dans lesquels ces jeunes vont intervenir, comment on va les accompagner dans la mise en place des entreprises. Maintenant, d'un autre côté, même si vous arrivez à avoir une formation, des projets d'insertion pour les jeunes, il faudrait que l'économie centrale obéissent à une logique. Si vous regardez les difficultés des pays africains, c'est qu'on n'a pas de petites et moyennes entreprises, mais on n'a pas aussi un État entrepreneur. Et je pense qu'il faut les deux, c'est-à-dire avoir une politique économique vraiment pour avoir des sociétés nationales solides qui s'inscrivent dans le développement durable, avoir la petite et moyenne entreprise. Les deux piliers du développement, c'est ça. Il faudrait donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il reste dans la démagogie, dans le populisme, que la question économique, on n'a pas parlé des questions, par exemple, c'est un pays déchiré par des querelles communautaires. Effectivement. Et pour ce qui est même de cette déchirure par les querelles communautaires, traditionnellement aujourd'hui, les habitudes de vote au Kenya étaient des habitudes ethniques. C'était des habitudes qui avaient façonné aujourd'hui. La plupart du temps, il y avait à chaque élection le candidat de l'ethnie majoritaire qui est les Kikuyu aujourd'hui. Mais pour cette élection, on a constaté que cela n'existait pas. C'était plutôt une élection entre dynasties et débrouillards, c'est-à-dire ceux qui sont issus de cette classe qui a eu à toujours diriger aujourd'hui le pays. Et le candidat aujourd'hui, issu de ce bas peuple, en la personne de William Ruto, est-ce que cela pourrait être considéré comme aujourd'hui une évolution par rapport au système politique kényan? Oui, c'est une évolution en tout état de cause parce que ça montre aussi une autre rupture dans la façon de procéder de l'électorat. Parce que aussi, où je me dis que peut-être qu'on a mal lu les dernières élections d'un point de vue de la sociologie électorale. On lit mal les élections en Afrique en utilisant le paradigme, entre guillemets, bien sûr, de l'ethnie ou tout ça. Parce que tout simplement, ce qu'on oublie, c'est que les partis politiques au pouvoir ont des capacités de mobilisation de leurs militants en utilisant les moyens de l'État. Ce que les partis de l'opposition n'ont pas forcément. Et ça crée un déséquilibre et on sait que la difficulté de faire une élection, une campagne correcte en Afrique, avec déjà la pauvreté structurelle, le défaut d'investissement même de vos militants, si vous êtes dans l'opposition, qui ont du mal à mobiliser les ressources. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention sur cette lecture-là, mais il faut savoir qu'il y a forcément une progression de l'électorat qui devient beaucoup plus exigeant vis-à-vis des hommes politiques et ont envie. J'ai comme l'impression que c'est comme l'électeur, le modèle de Michigan qui est apparu dans cette élection-là. Parce qu'il y a plusieurs modèles en sociologie électorale développés pour analyser et expliquer les choix de vote. Et là, on dirait que c'est parce qu'il a parlé aux problèmes politiques et sociaux du bas peuple qu'ils ont répondu favorablement. Donc c'est comme si c'était un choix rationnel, en tout cas un modèle, en tout cas comme le modèle du marché où on essaie de voir parmi les partis
qui est-ce qui nous propose le meilleur service, le meilleur produit. En tout cas, à supposer en partant de leur discours. Donc j'ai l'impression que c'est cela. Donc c'est une progression. Et peut-être que ça pourra être une piste de recherche pour ceux qui font les spécialistes de la sociologie électorale. Et ça, les chercheurs donc, ont une piste pour travailler dessus. Et le Kenya, aujourd'hui, est l'économie la plus dynamique de cette partie de l'Afrique, à savoir l'Afrique de l'Est. Mais elle fait face à d'importantes difficultés également, à commencer par l'explosion des prix des carburants et des produits de première nécessité. L'inflation qui a aujourd'hui atteint 8,5% au mois d'août dernier, le plus haut niveau depuis 5 ans. Combiné à une chute du shilling kényan, la monnaie nationale. Et depuis 2013, la dette du pays a également été multipliée par 6. Autant de chantiers aujourd'hui sur le plan économique. Comment Ruto et son gouvernement aujourd'hui pourraient relever le défi? En tout cas, un État est toujours solvable lorsqu'il est institutionnellement stable. Ça veut dire qu'ils doivent arrêter de penser dans l'immédiat. Il faut des politiques conjoncturelles, certes, mais les réponses économiques seront des réponses normalement structurelles. C'est sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut, et dans cette perspective-là, la question de la formation que le doyen a posée tout à l'heure entre en jeu. Et malgré ce que vous dites, on oublie aussi que le taux de pauvreté, rien que dans les zones urbaines, ça a dépassé les 35%, alors que ce sont les citoyens qui sont, en tout cas, qui sont les mieux lotis. Même le niveau de pauvreté dans la zone urbaine que représente Nairobi a explosé. Donc la réponse à la pauvreté, c'est une réponse sur 30, 40, 50 ans, et voire 100 ans. Si on regarde la trajectoire des pays qui sont développés, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, c'est sur 3 siècles, 4. Donc il faut faire attention au populisme, utiliser les indicateurs scientifiques démographiques, parce qu'il y a une poussée démographique, pour avoir un système de redistribution des ressources qui soit équitable. Donc là, il est question de justice sociale, donc il est question de redistribution des ressources publiques pour que ça touche qu'il y ait d'abord un premier petit filet qui va sortir les citoyens de la grande pauvreté et mettre le cadre pour leur permettre de se développer en développant des compétences, en ayant accès à des financements, bien sûr, en ayant un système d'exonération. Et bien sûr, ça va être difficile de calibrer l'inflation en l'état actuel parce que ça vient de l'extérieur. Et je n'ai pas l'impression, je ne vois pas de levier que le gouvernement kenyan peut avoir sur la flambée des prix des denrées de première nécessité dans le contexte actuel qui touche partout. Et pour ce qui est de la justice sociale, monsieur, si vous aviez tout à l'heure commencé à rappeler aujourd'hui cette division ou bien cette déchirure notée dans le pays, William Ruto hérite ainsi donc d'un pays profondément divisé sur le plan ethnique mais aussi social et économique, ce qu'il a d'ailleurs bien compris en s'engageant à être le président de tous les Kenyans lors de sa prestation de serment. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait relever ce défi de l'unité-là, de réunifier ce pays aujourd'hui, de l'Afrique de l'Est, un pays assez divisé également? Ben je crois qu'il faudrait que le pouvoir, et justement l'opposition, la société civile, prennent en charge cette fracture-là. Ce n'est pas un président seul qui peut régler l'unité d'un pays. Il faut une vision partagée entre le pouvoir et l'opposition. Je crois que si le président, en tout cas, a cette vision-là, il peut incarner la stabilisation du Kenya. Maintenant, les autres leviers, c'est, par exemple, il a clairement indiqué qu'il va essayer de réduire le train de vie de l'État. Mais ça, c'est un levier qui peut mobiliser toute une population. S'il met en place une politique sérieuse de réduction du train de vie de l'État, les populations vont adhérer. En rationalisant aujourd'hui les dépenses publiques. Voilà, par exemple. Ça, il faut avoir une politique claire sur 2, 3, 4 ans. Tu prends des mesures qui vont montrer aux populations que l'État n'est pas là pour en tenir une élite politique. Bon, maintenant, l'autre levier, c'est la lutte contre l'endettement. Il doit développer son pays. Quand il dit un fonds pour les débrouillards, un fonds pour etc., ça, c'est des dépenses. Mais ça peut augmenter l'endettement. Donc, il faudra qu'il ait une vision sur comment je vais financer, par exemple, ce fonds-là. Il faut avoir des capacités internes, endogènes, pour financer. Ne pas compter sur l'étranger. Pour moi, c'est le gros risque qu'on a dans tous nos pays. C'est que les gens ils te permettent de t'endetter
Mais dans 5 ans, dans 10 ans, cet endettement ne sera pas productif. Donc lui, je pense qu'il a une bonne approche. Mais si l'endettement également, cet argent aujourd'hui emprunté, s'il est bien utilisé aujourd'hui par les pouvoirs publics, est-ce qu'elle ne pourrait pas également être productif? Mais bien sûr, c'est ça l'enjeu pour... D'autant plus que Bala rappelait tout à l'heure, un pays aujourd'hui stable a cet avantage-là d'être un pays solvable, donc il peut toujours s'endetter auprès des partenaires internationaux. Mais nous, ce n'est pas que l'Afrique est solvable. Le problème, c'est que l'Afrique est riche. C'est que l'Afrique a toutes les ressources pour se développer. Ce qu'on n'a pas, c'est une économie endogène. On a une économie extravertie. Mais ça, tu ne pourras pas trouver le financement de l'endogène si tu dépends de l'extérieur. Donc, il faut inverser la démarche. Et je crois qu'en tout cas, il a une bonne approche en parlant de petites et moyennes entreprises, des couches défavorisées, réduction de l'État, maîtrise de l'endettement. C'est ça. Et sur ce point que vous êtes en train de développer, j'ai l'impression qu'il y a M. Ba qui souhaiterait intervenir. Il faut développer une ingénierie gouvernementale qui ne gaspille pas les ressources publiques. C'est un problème général en Afrique. Comment déjà y arriver? Non, mais la réduction du train de vie de l'État, c'est-à-dire que ça s'est expérimenté dans les pays scandinaves. Hein? Vous allez en Norvège, en Suède, vous allez et bien sûr au Rwanda, en Afrique. Vous n'osez pas utiliser les ressources publiques n'importe comment. Parce qu'on sait que chaque sou, chaque centime de l'argent de l'État a besoin d'être réutilisé dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, le financement des PME. Mais à part, si on arrive à développer une politique de rigueur au niveau de la gestion publique, en diminuant le nombre d'agences budgétivores qui ne servent à rien, en diminuant le nombre de ministères, ce que Uhuru a fait, diminuant le nombre de ministères. Avec 22 ministères. Voilà, diminuant le nombre de ministères, le nombre d'agences nationales qui, à un moment donné, sont dans des conflits de compétences, ne règlent pas forcément les raisons pour lesquelles elles ont été créées, mais pourtant restent là et servent à caser une clientèle politique. C'est un premier point. Ça permet de développer une niche. Ça permet d'avoir des ressources. Deuxième étape, tout ce qui est Assemblée nationale, éviter les dépenses, au lieu de mettre, par exemple, payer un député à ne rien faire, mais créer simplement des indemnités de cession. Par exemple, éviter les dépenses de transport et de carburant. Je ne vois pas quelle est l'utilité, alors qu'on peut avoir des bus publics, des bus pour les députés, des bus pour les ministères, et dans certains cas de figure, du covoiturage. On est dans cette forme d'économie politique qui permet d'éviter les dépenses de prestige simplement. C'est le rapport au pouvoir qu'il faut changer. Les élites politiques coûtent cher à nos ressources publiques. Et deuxième étape, cette logique de corruption-là, la corruption fait perdre beaucoup d'argent. Au-delà de la dimension morale, c'est de l'argent perdu dans le circuit. Donc, il faut assainir l'environnement des affaires pour que l'argent, quand vous payez une contravention ou que vous payez une taxe quelconque, que ça arrive au trésor public, pour que le trésor ne soit pas toujours obligé d'aller voir ailleurs pour s'endetter, pour faire quelque chose Et pour rester avec cette question de la corruption, William Ruto a promis de s'attaquer aussi à la question, c'est-à-dire la corruption, sujet aussi crucial qu'épineux dans le pays où des dizaines aujourd'hui d'hommes politiques et des fonctionnaires font l'objet d'inculpations dans des affaires de détournement de deniers publics. Comment aujourd'hui donc est-ce qu'il pourrait s'attaquer à ce fléau-là qui gangrène le problème ici, c'est d'une part, c'est les hommes politiques. C'est une minorité, bien sûr. Et d'autre part, il y a les fonctionnaires. Il faut revoir les conditions de vie des fonctionnaires. Ils mettent leur vie au service de l'État. Et en retour, c'est comme ils ont l'impression, avec la courbe de l'inflation qui ne s'arrête pas, qu'ils sont pris au piège. C'est ça qui les met aux prises avec la corruption. Et derrière la dimension, tout ce qui est dimension morale. Il faut penser à des systèmes de rémunération qui leur permettent d'être confortables pour éviter d'être exposés à la corruption, d'une part, et à la concussion. D'autre part, un système de sanctions efficace, parce que ça ne sert à rien de créer des lois qui sanctionnent la corruption si presque personne n'est pris, si les rapports sont mis sous le coude, si les juridictions
on trouve des moyens de les contourner par des amnisties, en tout cas par des subterfuges politiques, ça pose problème. Il faut que les gens soient d'accord sur comment gérer le bien public. Et le bien public, là, les fonctionnaires ont une grande part de responsabilité dans cette histoire-là. Mais le troisième élément qui est important ici, c'est qu'il faut que les gens comprennent que être fonctionnaire ne te rend pas milliardaire, en principe. Même si vous êtes fonctionnaire aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secteur privé doit être assez développé où les gens se font de l'argent, mais la fonction publique n'a pas pour vocation de créer des milliardaires. Vous pouvez faire une expérience, créer votre propre cabinet, être débauché par des organismes, par le pantouflage, c'est utilisé, et ça vous enrichit, ça existe. Et pour cela, il faudrait une réelle volonté et des mesures aussi des mesures sérieuses sur ça. Et sérieuses sur le plan politique. Et monsieur, si pour cela également, il y a le pays qui connaît une hausse de ce qui est des produits de première nécessité, comme la farine de maïs, servant à préparer l'ugali, qui est l'aliment aujourd'hui de base au Kenya. Comme solution pour le cas du maïs, il y a aujourd'hui le nouveau président William Ruto qui a autorisé l'importation et la culture de maïs génétiquement modifié. Ces OGM avaient été interdits en 2012. Ils reviennent 10 ans plus tard dans le pays. Que pensez-vous déjà de cette décision de ramener dans le pays le maïs génétiquement modifié face déjà à la sécheresse qui sévit au Kenya? Je crois que il est conscient que l'agriculture du Kenya ne se porte pas bien. Il est conscient aussi qu'il faut des alternatives. Je pense qu'il ne faut rien exclure quand vous êtes à la tête d'un pays. Le maïs fait partie de la vie des citoyens kenyans. Ça permet également d'ouvrir la perspective d'une diversification des filières céréalières. Et je pense qu'il faudrait que le président William essaye quand même de prendre l'agriculture comme base de son projet de développement. Que moi, quand j'entendais le fonds de débrouillard, je pensais qu'il allait mettre en avant vraiment une politique agricole. Parce que Mais est-ce que cette nouvelle décision n'est pas déjà un premier pas? L'autorisation à nouveau, 10 ans après son interdiction dans le pays, d'autoriser à nouveau aujourd'hui la culture de maïs génétiquement modifié, est-ce que ce n'est pas un premier pas pour aller vers ce non, je disais que c'est une bonne option, mais à condition que tu l'intègres dans une diversification de l'agriculture. Que la petite et moyenne entreprise, chez nous, en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. On a des modèles de société totalement différents. Nous, c'est l'agriculture qui nous fait vivre. La petite et moyenne entreprise, elle doit aller dans l'agriculture, elle doit aller dans la transformation des produits agricoles, elle doit aller dans la commercialisation de nos produits. C'est l'autosuffisance alimentaire qui permet de relancer la croissance en Afrique. Tous les pays africains sont d'accord sur ce schéma-là. Mais malheureusement, il n'y a pas la politique qui correspond à ça. Et je pense que même les crises du Covid, par exemple, ou même la crise actuelle, ces deux crises-là nous montrent que si on ne développe pas l'agriculture, on va continuer de dépendre. Et nous, notre dépendance alimentaire, c'est ça qui crée la pauvreté, l'insécurité, le terrorisme, l'immigration. Tous nos problèmes proviennent de cette agriculture affaiblie par l'extérieur. Et je crois que pour moi, en tout cas, c'est une bonne piste. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faudra développer une politique agricole. Évidemment, il faut industrialiser. Il ne faut pas qu'on croie aussi qu'on est africain, on reste agricole à vie. Non, on doit entrer dans la compétition internationale, l'industrialisation. Elle est possible. Et pour ce qui est de ce point que vous développez aujourd'hui, pour ce qui est de l'agriculture, cette partie aujourd'hui où se trouve le Kenya, qui est la partie est aujourd'hui de l'Afrique, et une forte partie aussi fortement affectée par les sécheresses, comment dans un tel pays aujourd'hui, au-delà de la question des OGM, c'est-à-dire de ramener la culture du maïs génétiquement modifié, comment aujourd'hui développer l'agriculture au Kenya sous William Ruto pour l'atteinte de cette autosuffisance-là dont parle M. Si? Moi, déjà, pour les OGM, je suis contre. Parce qu'il faut voir pourquoi on les a interdits. Parce que les OGM ont des perturbateurs endocriniens qui ont donc la possibilité de développer des gènes cancérigènes. Donc, le risque en termes de santé publique fait que dans beaucoup de pays, c'est interdit. Et que ce n'est pas pour rien qu'on l'a voté au Sénégal en catimini.
en procédure d'urgence l'acceptation des OGM. Bon, ça pose, le débat va revenir. Mais c'est pourquoi moi je suis contre, parce que tout simplement, les sciences agricoles ont été développées, des techniques de jachère, en tout cas chez les Israéliens, des pays beaucoup plus arides que le Kenya, qui arrivent à se positionner actuellement comme en tout cas, comme les experts au niveau mondial. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour lui d'une solution aujourd'hui, peut-être dans l'urgence, avant d'en venir à diversifier comme la... Mais il faudra bien contrôler parce que les risques en termes de santé publique se posent quand vous introduisez les OGM, parce qu'après, une fois que c'est dans le circuit, le contrôle pose problème dans nos pays. Donc, on risque d'avoir tout et n'importe quoi au Kenya, même si c'est peut-être déjà le cas en termes d'importation. Mais je pense qu'il faut investir dans l'agriculture, je suis carrément d'accord. Et au-delà d'investir dans l'agriculture, il y a un autre point également qu'il serait important d'évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire quelle diplomatie kenyane dans la région aujourd'hui est de l'Afrique. Je rappelle aujourd'hui que son prédécesseur Uhuru Kenyatta a consacré une partie de son mandat à jouer les médiateurs en Afrique de l'Est en réchauffant les relations avec la Somalie voisine, s'impliquant également dans la crise en République démocratique du Congo. Il y a même des négociations aujourd'hui entre les groupes du Tigré et le gouvernement fédéral d'Éthiopie qui ont été accueillis aujourd'hui par le Kenya. Quelle diplomatie donc sous l'ère Ruto? Non, je pense qu'il va peut-être se positionner parce que le Kenya a a développé de bonnes relations globalement avec ses différents voisins et je pense que les gouvernements successifs ont bien vu ce qui se passait pour éviter que ces conflits ne contamine son pays parce qu'il est dans une zone assez sensible. Ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Somalie en particulier depuis les années 90. Le Kenya se trouve dans une zone assez sensible, des réalités auxquelles aujourd'hui le nouveau président et son gouvernement, le président William Ruto, en est bien conscient puisqu'il a lancé un ensemble de mesures. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions M. Hamidou Sambaba. Vous êtes enseignant-chercheur, doctorant en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daouda. Merci également à M. Momodou-Sy Albert, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir une nouvelle fois également répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci également à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.